Bienvenue sur Oser, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Descas, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des professionnels engagés qui racontent leur parcours, partagent leurs connaissances et expliquent les enjeux de l'urgence sociale et écologique que nous vivons. Ils nous donnent des pistes pour nous engager à notre tour, enfermer notre déni au placard et faire notre part dans la construction d'un monde durable. À travers ce podcast, mon ambition est de sensibiliser les citoyens à l'urgence d'agir, dès maintenant, pour changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, en interrogeant l'univers des possibles, et notamment la racine des normes que l'on considère aller de soi. Je veux questionner les valeurs de notre société et en proposer de nouvelles, qui soient respectueuses de l'humain et du vivant de manière générale. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, sur les réseaux sociaux et en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast. Allez, bonne écoute. Bonjour Thibaut Berlingen. Bonjour. Thibaut, tu es responsable de l'accompagnement des territoires chez Village Vivant et aujourd'hui j'aimerais qu'on discute ensemble de cette organisation Village Vivant, de son activité, sa mission, son modèle économique. Mais avant de rentrer un peu dans le détail de ce sujet, est-ce que tu pourrais toi te présenter un petit peu plus personnellement, nous dire en bref qui tu es et comment tu en es venu à travailler chez Village Vivant? Oui, alors moi, j'ai une formation d'urbaniste et de sciences politiques. J'ai commencé d'abord en collectivité territoriale et dans des organismes qui s'apparentent à ces collectivités dans l'ouest de la France. Je travaillais donc au sein d'agences d'urbanisme sur des programmes plus particulièrement de revitalisation de centres-villes. Donc il y a eu notamment un programme il y a quelques années qui s'appelait Action Cœur de Ville, programme national qui s'intéressait à un peu plus de 200 villes moyennes en France, et aussi sur des projets en territoires ruraux et sur les liens justement qu'il y a entre les villes et les campagnes, qui commence à être un sujet assez prégnant. Et c'est voilà, par ce parcours professionnel que j'ai eu vent de l'initiative Village Vivant à l'autre bout de la France, dans la Drôme. J'avais aussi quelques connaissances personnelles et donc un peu par le hasard, je me suis retrouvé il y a 3 ans à rejoindre l'équipe pour justement travailler davantage auprès des territoires. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu du coup quelle est l'activité de Village Vivant? Qu'est-ce que c'est en fait Village Vivant? Alors Village Vivant, on est une coopérative, déjà c'est important de le dire, peut-être qu'on expliquera plus tard ce qu'est ce statut et ce que ça signifie pour nous. C'est une coopérative qui s'intéresse au réinvestissement de lieux vacants, de bâtiments vides, pour y accompagner l'installation de projets, donc on dit souvent d'économie sociale et solidaire. Nous, ce qui nous intéresse dans ces projets, c'est que ces activités économiques, elles sont créatrices d'emplois, créatrices de services ou produits plus ou moins commerciaux. On a aussi des activités associatives, mais que c'est pour l'ensemble des activités portées par des collectifs et qui s'intéressent avant tout à l'objet social, à l'intérêt territorial de leur activité qu'à leur rentabilité économique. On en échangera aussi sûrement, c'est des projets qu'on voit de plus en plus émaner en zone rurale et qui parfois ont de la peine à se lancer ou à évoluer par manque de locaux adaptés, alors qu'en face, on sait que partout, mais en particulier dans des zones rurales ou parfois des zones qui ont connu une déprise, il y a beaucoup de locaux qui sont vacants. Alors c'est une thématique qui concerne de près aussi le logement, mais chez nous, chez Village Vivant, on s'intéresse particulièrement aux activités économiques et à ce qui se fait plutôt dans les rez-de-chaussée et qui amène de la vie et de l'animation dans les rues et les espaces publics de ces territoires. Est-ce que tu peux peut-être nous donner des exemples de lieux vacants finalement que vous avez euh, rééconomisé, réactivé quelque part à travers l'installation de, euh, de nouvelles activités économiques et quel type d'activité économique s'installe? Mmh. Bah, là, on pourrait en parler longuement en effet parce que chaque projet de village vivant est vraiment un exemple en soi et aussi un démonstrateur de nos valeurs et de ce qu'on souhaite défendre aussi comme nature d'entrepreneuriat, comme nature de projet, comme voilà, dimension locale aussi de ces projets. Donc là, on en a une dizaine aujourd'hui au sein de la foncière Village Vivant qui a été créée en
2017-2018, il y a eu un peu différentes étapes à la création, donc on est encore tout jeune. On a une dizaine de projets encore en cours voilà, d'études pour des installations cette année. On atteint un rythme de croisière avec de plus en plus d'opérations chaque année. Et donc, je peux commencer peut-être par les premiers projets qui sont des bonnes illustrations. Peut-être qu'on aura le temps de tous les évoquer. Ouais. Mais un de nos tout premiers projets, ça a été donc c'est une auberge en Scope en Ardèche qui s'appelle l'auberge de Beaufre. Donc Scope, c'est une autre forme de coopérative. Nous, on est une SIC chez Village Vivant, il y a deux types de coopératives. Et donc cette auberge, à l'origine, c'est un groupe d'entrepreneurs lyonnais qui ont fait un peu leurs armes dans des bars et restaurants, eux-mêmes sous forme coopérative à Lyon, Court-Circuit, Biristan pour ceux qui connaîtraient les Lyonnais, et qui donc voilà, ont envie de créer leur propre projet, ont envie de le faire en zone rurale et tombent sur cette auberge abandonnée depuis très longtemps dans un village de moins de 1000 habitants en Ardèche, à 45 minutes à peine de Valence, et voilà, un village où il n'y a plus qu'un commerce, où a priori, si on porte un projet pour rouvrir une activité commerciale, le faire en plus à plusieurs, donc vouloir générer plusieurs emplois, dans un bâtiment qui nécessite énormément de travaux. Quand on va voir sa banque pour avoir un prêt et se lancer, c'est compliqué. Surtout quand on parle d'un D'accord. entrepreneuriat coopératif, voilà, d'un projet un peu différent, des valeurs aussi que porte ce projet avec l'approvisionnement circuit court, entre autres. Et donc, nous, typiquement, c'est des projets dans lesquels on a envie de croire, on a envie de soutenir. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Village Vivant a racheté cette auberge, donc c'était pas très cher, hein, c'était moins de 100 000 euros. Par contre, il y avait plusieurs centaines de milliers d'euros de travaux, puisqu'il fallait tout refaire sur plusieurs étages. Remettre aux normes, c'est souvent quand même le premier sujet. Nous, ce qui nous tient énormément à cœur, c'est aussi une bonne efficacité énergétique, l'isolation thermique de ces bâtiments, et c'est aussi souvent des postes de coûts importants. Et ce qui amène souvent à des rénovations à être faites un peu à minima, alors qu'on sait que c'est aussi des économies dans le temps long. Donc nous, on a porté tous ces investissements-là pour ensuite mettre ces murs en location à cette entreprise coopérative, donc portée par ces jeunes originaires de Lyon, qui ont donc ouvert leurs portes en plein Covid, ce qui est pas évident, mais avec une grande réussite. Pourquoi? Parce que ils ont euh, aussi proposé un modèle diversifié, ce qui souvent peut se faire que quand on est sur un projet collectif. Donc ils proposent non seulement un restaurant bar, mais aussi un point épicerie, ce qui a pu ouvrir justement même en circonstances de pandémie, qui a permis aussi de s'intéresser aussi aux locaux avec voilà, des fruits et légumes, mais aussi plutôt des produits d'épicerie fine, des produits un peu différents. Et puis une offre de coworking avec voilà, des bureaux ou salles de réunion. Et puis à terme, il y a des projets de gîtes sur cette auberge. Et ils ont ouvert un point poste. Donc ça, c'est pareil, c'est très intéressant parce que c'est à la fois un service direct auprès des habitants et pour eux un complément de revenus. Euh, voilà, après, ils font plein de choses dans cette auberge, des événements culturels, etc. Ce qui là, voilà, fait vraiment la force du projet, c'est d'avoir su vraiment proposer quelque chose de qualitatif qui tout de suite s'est fait approprier aussi. Leur restaurant connaît déjà un bon succès, et d'avoir su diversifier le modèle économique et de s'adapter donc à ce territoire. Donc voilà, peut-être on s'épandra un peu plus sur l'entrepreneuriat coopératif et pourquoi ça nous importe ce statut, qu'est-ce qui est différent avec une SCOP. Je pense notamment en termes de retour sur l'investissement porté, puisque on ne peut pas faire de culbute financière quand on crée une coopérative vis-à-vis d'une entreprise normale. Voilà, l'investissement apporté dans le projet est mis dans la structure. Donc c'est quand même une manière assez courageuse d'entreprendre parfois parce que justement sur le modèle de l'artisanat commercial classique, si son activité tourne très bien, on peut ensuite revendre son fonds de commerce assez cher. Et voilà, donc c'est aussi une forme de sacrifice vis-à-vis de cette lucrativité individuelle que d'entreprendre en coopérative. Mais c'est pas seulement ces projets vraiment entrepreneuriaux à proprement parler qui nous intéressent. Récemment, on a racheté des locaux donc pour une activité associative et sur un modèle purement non commercial. Il s'agit d'une accorderie. Donc les accorderies, c'est un réseau Ok. national, une idée qui est venue du Canada, et c'est un peu comme les systèmes d'échanges locaux, les CEL,
c'est des réseaux d'échange de services entre habitants. Donc les accorderies sont un peu plus spécifiques. C'est un réseau dans lequel on échange une monnaie temps, c'est-à-dire voilà, on va échanger 1 heure, de son temps et qu'il s'agisse, d'aider sur, du bricolage, donner des cours de langue, hem, heu, voilà, faire du soutien scolaire. Enfin, on peut imaginer tout un tas de services, différents. Ouais. Hem et donc c'est un réseau où il y a plusieurs centaines d'adhérents, dans le Diois, donc dans la Drôme, dans la vallée de la Drôme. Ils ont un local à Die, ça fait, ils ont fêté leurs 10 ans cette année, ils avaient un tout petit local, donc là on est sur un autre scénario parce que c'est une activité qui existait bien, mais qui, voilà, depuis plusieurs années peine parce qu'ils ont un local qui est pas adapté vis-à-vis de leur nombre d'adhérents, des activités, proposées, et qui donc a des besoins. Alors, il faut savoir qu'Adi, c'est un territoire assez attractif aussi où il est compliqué de trouver, dans l'immobilier privé, qui a il y a beaucoup, enfin, il y a un certain nombre de locaux vides, mais qui sont souvent inadaptés ou pas à vendre ou à rénover. Donc c'est une autre problématique immobilière que peuvent rencontrer les porteurs de projets. Et là, typiquement, une association comme la Corderie n'a pas pour nature d'investir dans l'immobilier, d'être propriétaire de ses locaux. Et donc ça lui allait très bien pour ce OK. déménagement, sachant que la mairie, par ailleurs, pouvait pas lui proposer de locaux, hein. Les mairies, elles n'ont pas toujours des tonnes de locaux sous les bras et elles peuvent pas forcément mettre à disposition un local pour une association, hein. Souvent, elles s'arrangent pour que ce soit pour plusieurs. Enfin, voilà, il y a un enjeu aussi de justice et d'équilibre, d'équité entre les projets. Donc, elle ne savait pas trop vers qui se tourner, cette accorderie, pour trouver des solutions à ce problème immobilier. Donc là, Village Vivant rachète, notre foncière Village Vivant rachète une ancienne pharmacie. En l'occurrence, on répond aussi D'accord. à l'enjeu pour la commune d'un local, donc cette pharmacie qui était vide depuis pas mal de temps et compliqué, assez grand, mal configuré. Il fallait un peu d'investissement justement pour le réhabiliter, le remettre à flot pour une activité. Euh, et donc ça va permettre à ce projet associatif de se développer. Et là, on est sur un projet, donc comme je le disais, qui est purement non monétaire et non commercial, mais c'est une association qui bénéficie de subventions au long terme, notamment de la caisse d'allocation familiale, mais aussi des territoires sur lesquels elle intervient. Et donc on sait que c'est un acteur qui a une solidité qui lui permet, via ses financements, à la fois de financer un poste, qui est le poste de l'animatrice de cette accorderie, mais aussi de financer un loyer, de couvrir un loyer sur la durée. Mmh. Parce que ce qu'il est clair, je représenterai peut-être tout à l'heure le modèle de Village Vivant, comment est-ce qu'on fait pour avoir des fonds pour racheter ces locaux. J'anticipe peut-être sur tes questions. Non, mais tu Mais fais c'est bien. que voilà, nous on ne peut pas, contrairement parfois à des mairies justement ou des collectivités publiques, proposer un local gracieusement, on investit dessus et donc on nous verse un loyer qui correspond en gros à l'amortissement de cela sur le temps long, donc du coût d'achat, du coût de travaux. Et donc forcément, plus le coût d'achat ou plus les travaux seront importants, plus les loyers risquent d'être élevés. Donc c'est aussi une notion de s'adapter au projet. Mais en l'occurrence, voilà, là on peut aussi s'adresser à un projet associatif et non commercial. Donc dans cette veine-là, peut-être j'en profite pour dérouler les autres projets qui sont tous sur des territoires Ouais, différents vas-y. et des natures d'activités différentes, et des statuts aussi, voilà, différents. En termes associatifs, on a aidé aussi le développement d'une ressourcerie, recyclerie dans les Cévennes. Ça s'appelle le Pétassou. C'est une association qui, voilà, pareil, elle avait 10 ans en fait, le Pétassou. Et même situation, un petit local, vraiment ils étaient serrés dans leurs murs. Et donc là, on a acheté un nouveau local pour qu'ils aient un deuxième lieu et qu'ils puissent se développer plus sereinement. Donc voilà, les recycleries, ressourceries, toute l'économie du réemploi en général, c'est souvent quelque chose qu'on associe assez facilement à l'économie sociale et solidaire. C'est clair que c'est un champ économique Ouais. qui se développe et qui est très intéressant, et avec des valeurs qu'on partage. Pareil, l'auberge, il y a d'autres activités autour de l'alimentaire et que ce soit la production ou la commercialisation et la question des circuits courts. Donc ça, c'est forcément aussi un secteur qui nous parle bien. Donc on a accompagné de la même manière l'ouverture d'une brasserie artisanale en coopérative, donc ce même statut de SCOP dont on parlait. Elle est membre du même réseau que OK. l'Auberge de Beaufort, le réseau qui s'appelle Le Grenade, qui est un réseau de coopératives. Elle est située dans le nord du Vercors, dans un petit village où là, tout l'intérêt pour nous, c'est comment ces activités d'artisanat de production peuvent se localiser aussi dans des zones rurales. En l'occurrence, c'est intéressant pour eux parce qu'ils peuvent vendre sur les bassins de Grenoble, de Lyon ou de Valence,
mais ils ne sont pas installés en zone d'activité. Ils ne sont pas installés en périphérie Mmh. de telle ou telle zone, ce qui fait que là où ils sont, ils peuvent vraiment rayonner. Donc ils ouvrent depuis la semaine dernière tous les vendredis soirs une guinguette. Les gens du coin peuvent venir consommer sur place. Ils ont créé déjà depuis leur ouverture toute récente un nouvel emploi, donc c'est pareil, ça fait aussi un emploi local sur ce territoire rural. Enfin, pour voilà, toutes ces raisons-là, c'est hyper intéressant pour nous d'aider ce type d'activité à choisir ses localisations en ruralité et en l'occurrence de nouveau de réinvestir un local qui était vacant. Là, c'était un ancien entrepôt de ski et ça se transforme en brasserie. Enfin voilà, on arrive à faire une mutation totale de OK. l'activité. Alors Thibaut, j'ai juste une question. Si je comprends bien, en fait, euh, sur les 10 projets que vous soutenez, on va peut-être pas tous les dérouler. Je pense que là, on a une petite idée en fait de comment ça se passe. Vous, Village Vivant, vous investissez en fait sur la partie foncière, c'est-à-dire sur l'immobilier. C'est vous rachetez en fait un immobilier vacant pour le mettre à disposition de ces projets en échange d'un loyer. Mais vous n'investissez pas pardon, directement dans le projet comme pourrait le faire un investisseur classique. C'est exactement ça et c'est pour ça qu'on s'inscrit vraiment en complémentarité, d'autres outils, et accompagnement à l'entrepreneuriat. Un entrepreneur, Ouais, voilà, peut se faire aider, notamment si c'est un entrepreneur social. Il va souvent aller voir, France Active ou Initiative, pour, des prêts d'honneur, pour, voilà, débloquer aussi, peut-être des prêts bancaires, pour son lancement d'activité. Il va peut-être faire une levée de fonds auprès de ses proches. Il peut, voilà, aller voir différents partenaires. Nous, on va pas intervenir là-dessus, sur, voilà, sa trésorerie de lancement aussi, son propre projet entrepreneurial. Par contre, on va être son d'accord. propriétaire. On va intervenir vraiment là où, on touche au local, au bien immobilier. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse aussi Ouais, qu'à des activités qui sont, ancrées sur des lieux et qui ont pour, projet, que ce soit un commerce ou de nouveau une activité associative ou autre, d'activer un lieu ouais. et d'être un lieu ouvert au public, créateur d'activités économiques. Et du coup, avant qu'on discute plus précisément de Village Vivant, du modèle économique, j'aimerais revenir un petit peu sur encore les projets que vous portez pour approfondir deux thèmes. Premier, c'est comment est-ce que vous faites la sélection des projets? Alors, on a bien compris hein, que vous êtes engagé, de toute façon, c'est la thématique du podcast, donc j'imagine que ce sont des projets d'économie sociale et solidaire, mais est-ce que, par exemple, des structures en SAS ou SARL, mais qui auraient un agrément ESUS, par exemple, pourraient postuler pour se faire soutenir par Village Vivant. Et on a bien compris aussi, je pense, que c'est principalement en zone rurale. Mais qu'est-ce que ça veut dire zone rurale? Est-ce qu'il y a un maximum de nombre d'habitants dans les villages dans lesquels vous intervenez? Comment est-ce que vous faites toute cette Mmh. sélection? Bah, là, on rentre dans le dur, en effet, dans toute la complexité de Village Vivant qui fait que voilà, tous les projets sont bons à défendre et que on est sur des critères. Nous, on dit souvent, voilà, on n'est pas la Sécu. Alors, enfin, on aime beaucoup la Sécu, mais dans le sens où on crée nos process, hein, c'est sûr. On a une structure qui se structure justement, qui essaie de cadrer son fonctionnement. Et en même temps, on souhaite vraiment continuer à faire du sur-mesure et pouvoir s'adapter au projet, évoluer nos manières de faire, aller aussi là où il y a des besoins. On est encore en phase prototype finalement chez Village Vivant. Donc rien n'est vraiment figé dans le marbre. Pour autant, en effet, on a un processus, on a des critères que je vais pouvoir te partager. Notre processus, c'est que donc tout porteur de projet est invité à nous solliciter. On a un moyen très simple par rapport à ça. C'est qu'on organise une fois par mois une visioconférence. Donc on trouvera facilement le lien sur notre site internet ou par ailleurs il y a un formulaire aussi. On peut très simplement nous soumettre son projet. Cette visioconférence, elle permet d'avoir 1 heure et demie d'échange avec ma collègue Anne-Sophie qui accompagne les porteurs de projets et instruit leur dossier. Et donc elle permet de savoir exactement et beaucoup plus précisément que ce que j'ai pu présenter là, comment on intervient, tous les détails pratiques, etc. Et si ça correspond à notre projet et quel niveau de maturité aussi mon projet doit avoir pour solliciter Visage Vivant. Parce qu'on voit bien que nous, on est Hmm. plutôt en bout de chaîne quand même, on est au moment de l'installation du local. Mais pourtant, c'est quand même quelque Ouais. chose qu'il faut anticiper parce que quand on écrit son prévisionnel, on a intérêt à avoir une idée de son montant de loyer pour voilà, aussi construire son projet Et économique. puis du Et lieu, du lieu, on j'imagine. s'installe, donc voilà, c'est l'amont et l'aval à la fois. Et ensuite s'ensuit un processus d'instruction dans lequel on nous transmet des documents et sur le projet, c'est quoi, quel Ouais. statut, on est combien, etc. Et sur le bâtiment en question. Et nous, on va instruire les deux.
C'est-à-dire que le village vivant, ça intervient vraiment, à la croisée, d'un projet d'activité, d'un local et d'un territoire et de l'intérêt et du croisement, vraiment entre les 3 aspects et ensuite, ça va nous permettre donc de regarder différents critères et de le soumettre à notre comité d'engagement, qui est un comité de bénévoles, OK. qui entoure Village Vivant, à la fois du monde de l'entrepreneuriat, mais aussi du monde associatif, des territoires et cetera, juste un peu toutes nos facettes, pour pouvoir émettre un avis et valider l'investissement sur le projet, à la fois parce qu'il nous parle, mais aussi parce que ça représente un investissement sécurisé pour Village Vivant. De nouveau, on engage des Mmh. fonds qui ne sont pas les nôtres, j'en reparlerai tout à l'heure, et donc il faut Ouais. le faire prudemment et notre objectif, c'est pas de racheter des locaux pour qui soient vides ou pour des projets qui se cassent la gueule au bout d'1 an ou 2. On nous demande souvent ça, qu'est-ce qui se passe si le projet s'arrête au bout d'1 an? Bien sûr, on l'a pensé, mais on a surtout pensé à comment est-ce qu'on accompagne et on sélectionne les projets pour éviter que ça se passe. Ouais. Et donc il y a ce processus-là. J'ai une Ouais. question, excuse-moi, par rapport à ça. Je t'interromps juste, un truc qui est pas forcément très, très clair, pour moi, hein. C'est le lieu, le local, c'est le porteur de projet qui le trouve et qui, du coup, dans le dossier, le présente à Village Vivant? Ou Village Vivant aussi aide à trouver justement un local par rapport, vous, à Non, votre non, tu réseau? l'avais bien compris. Dans notre processus, c'est vraiment le porteur de projet qui vient avec son local. Comme je le présentais tout à l'heure, OK. il vient avec sa problématique immobilière. Quand ça a été les aubergistes de Beaufort en Ardèche, notre problématique, c'est que ce bâtiment, il est immense, notre projet, il est solide, mais notre banque nous a dit non. Quand c'est la corderie, OK. c'est voilà, on cherche un local, on en a vu à vendre, mais nous, on veut pas être propriétaire. Mais du coup, voilà, le bâtiment est identifié, et ça, c'est très important pour nous aussi. Néanmoins, et de nouveau parce qu'on n'est pas la sécu et qu'on fait aussi des pas de côté, etc., on commence à intervenir auprès de collectivités qui nous disent: «Voilà, moi j'ai un local super intéressant, j'aimerais bien trouver un porteur de projet, qu'on travaille ensemble là-dessus sur son repérage». Donc ça, on commence à le faire et c'est vrai qu'on a de toute Ouais. manière beaucoup de sollicitations de collectivités qui ont des locaux identifiés, qui sont pas forcément à elles, hein, mais qui sont vacants, identifiés et en même temps, on croise beaucoup de porteurs de projets qui sont encore, dans un niveau de maturité qui font qu'ils savent pas trop où ils vont s'installer ou pas trop local. OK. Donc à la marge, je dirais qu'on pourrait, faire des mises en lien, mais voilà, dans le processus Vialigent, on nous amène notre local, et OK. pour te ré Je te posais cette question juste parce que je ne sais pas si tu connais l'association, j'imagine, hein, les Hameaux Légers. J'avais interviewé Xavier Gissereau il y a quelques mois, et du coup, où il parlait de l'installation de différents collectifs qui, dans des zones rurales, hein, et qui, justement aussi, pouvaient reprendre des activités commerciales dans ces villages, et qui a une forte demande, en fait, à la fois des villages qui veulent faire revenir des collectifs de personnes qui s'installent et en même temps qui reprennent une activité commerciale. Ah oui, c'est clair que si on regarde du point de vue des territoires ruraux, et en tout cas de ceux, parce que voilà, ils sont pas tous, tout le monde est pas forcément hyper ouvert aussi aux arrivées et ce que ça peut chambouler. Euh, mais c'était un peu le modèle qu'on avait, enfin, qui est très traditionnel, de on a un commerce et au-dessus un logement. Et quand c'est une commune qui rachète Ouais. ça, par exemple, ou qui l'a en propriété, elle va chercher le commerçant qui va prendre le logement au-dessus. Et en fait, on fait une pierre deux coups. Et puis, si ce commerçant, deux commerçants, en l'occurrence un couple et une famille qui s'installent, c'est génial et ça fait tourner l'école. Donc on est clairement toujours sur ces besoins-là de la part des territoires ruraux, et sur ce modèle aussi qui est celui de pouvoir travailler là où on vit et d'avoir une cohérence aussi là-dedans. Donc voilà, après nous, on croise vraiment beaucoup ces thématiques de logement. Les zones où on travaille, quand c'est tendu pour trouver un local économique, souvent c'est aussi tendu sur le logement. Et ouais, il y a d'autres acteurs qui travaillent sur le sujet. Après, on est quand même amené à en faire parce que ça, c'était un autre exemple que j'ai pas cité tout à l'heure. Dans un village de la Drôme, il y a une épicerie associative, enfin finalement coopérative, qui va se monter. Et dans ce village-là, il y a quelques trucs qui sont vides, mais c'est que des immeubles entiers. Donc comment elle fait et comment t'as un village vivant, c'est que nous, on va pouvoir racheter tout l'immeuble, Eh oui. lui rénover son local commercial en rez-de-chaussée et son bureau. Mais il y a de l'espace qui reste qui va nous permettre de faire et un peu de bureau parce qu'il y a une demande et du logement. Euh, voilà, donc Hmm. on va aussi, par la force des choses, être amené à faire un peu de logement et à travailler sur ces installations plurielles.
J'ai pas répondu, je crois, à tes Et questions par de tout à rapport l'heure, juste sur, rapidement sur la ruralité, sur le statut d'entreprise, hein. exactement, j'allais te Ouais. relancer là-dessus, ouais. Je l'avais bien en tête. Parce que ruralité, en effet, ça signifie beaucoup de choses. Alors on vient, chez Village Vivant d'écrire une charte un peu pour poser ces grands thématiques, ces termes et qu'est-ce qu'on entend par ruralité aussi. Pourquoi on fait Village Vivant? Donc elle sera bientôt aussi sur notre site internet. On vient de la valider en AG de la coopérative la semaine dernière. Hem, donc voilà, je vais pas essayer d'être pas trop bavard sur le sujet. On parle parfois, en effet, de villes de moins de 20 000 habitants. Hem, Ce qui nous intéresse, c'est, encore une fois, l'analyse du projet par rapport à ces 3 critères: le territoire, le bâtiment, le projet. Très concrètement, dans un village reculé où c'est le dernier commerce, la dernière activité économique, là, on ira soutenir, un projet, y compris si, la dimension ESS, le statut et cetera est moins poussée, et c'est cette dimension-là va être tellement forte et intéressante pour nous que peut-être qu'on ira moins regarder le reste. À l'inverse, on va aussi travailler sur des petites villes en milieu rural. Hem, D'ailleurs, il y a un autre, je parlais tout à l'heure du programme Action Cœur de Ville. Aujourd'hui, l'État a lancé un programme Petites Villes de demain qui désigne un peu ces villes-là. OK. Donc vous pourrez regarder, c'est la carte de ces villes qui sont retenues dans le territoire. On n'y retrouve pas toutes les petites villes françaises, mais un certain nombre, et c'est toujours des petites villes, mais quand même en zone rurale. Et donc ça nous intéresse aussi. C'est quoi des petites Des villes? petites villes, bah, c'est justement souvent moins de 20 000 habitants. Après, vraiment, on fait attention au OK. nombre d'habitants parce que ça dépend beaucoup. Si je prends Privas en Ardèche, c'est la ville-préfecture, et pourtant c'est peu d'habitants. Enfin, ça dépend beaucoup d'où est installée la ville, la commune. Ouais. Et des communes de banlieue parfois font moins de 20 000 habitants. On peut pas dire que ce soit de la ruralité. Euh, Oui. donc Oui, c'est plutôt un complètement, ouais. statut de territoire où on s'installe, de lien, voilà, avec la partie rurale et agricole du territoire. Enfin, c'est un statut de ville. Mmh. Et c'est des villes dans lesquelles Je on... je te pose la Ouais, question je te pose la question aussi parce que moi j'habite à Albi et du coup je me disais Albi qui fait un peu moins de 50 000 habitants, ça se situe où quoi? Est-ce que c'est une petite ville, une moyenne ville par rapport vous à votre et Albi, on va quand catégorisation même ou paraître ville moyenne pour le coup. ouais, OK, C'est un niveau au-dessus et a priori, on n'irait pas sur ce type de ville. Euh, OK, Nous, sur les petites villes, donc, comme je disais, on retrouve un peu un tissu commercial, plus ou moins économique, mais plus ou moins en bonne santé. Et là, ce qui va plus nous intéresser dans ouais. l'instruction des projets, ça va être quelque chose d'un peu différenciant. Pour le coup, un projet vraiment ESS, pourquoi pas un café associatif ou une épicerie associative, une recyclerie, enfin Mmh. qui vient amener quelque chose en plus, défendre aussi un autre modèle d'entrepreneuriat. Et on sera peut-être plus regardant sur ces critères-là et sur la nature du projet, comment il complète l'existant. Et pourquoi ce choix de ne s'intéresser en fait qu'à des petites villes ou des villages en milieu rural? C'est lié au modèle économique par rapport à l'investissement nécessaire? Ou est-ce que c'est, plus, alors idéologique, hein, mais dans le bon sens du terme, par rapport en fait à l'envie de revitaliser, particulièrement en fait, des zones, qui ont été délaissées? C'est plusieurs choses à la fois que tu as déjà bien mentionné. C'est en effet en partie idéologique parce que c'est le projet de Village Vivant et c'est pas pour rien qu'on s'appelle Village Vivant. L'intérêt de ces territoires ruraux, le fait qu'en fait il manque souvent des outils, des acteurs sur ces territoires-là. De nouveau, je vais dresser des constats assez simples, mais je renverrai vraiment à la lecture de notre petite charte qui fait à peine 8 pages, hein. On a quand même été raisonnable sur ces sujets-là pour les décrire et pour aussi renvoyer vers d'autres sources. Euh, L'immobilier en particulier en zone rurale est compliqué parce que en fait soit enfin c'est quand même un peu nouveau aujourd'hui parce qu'il y a quand même des zones qui vont être très prisées et on a trop souvent tendance à considérer la campagne comme la zone de loisirs des urbains ou la zone de retraite des urbains, et donc les campagnes un peu attractives vont se retrouver dans une situation de tension très forte parce que il y a moins de biens Mmh. immobiliers qu'en ville, et donc du coup bah, s'il y a beaucoup de résidences Mmh. secondaires ou beaucoup voilà de néo, etc., il y a une pression qui va Ouais. croître dans des zones aussi environnementalement ou patrimonialement sympathiques. Bah, du coup, on va se retrouver qu'avec du commerce touristique ouvert une partie de l'année, pas toute l'année. Enfin, on connaît ces problématiques sur les territoires de campagne très prisés pour le coup. Et donc, quels outils on a pour contrer ça, protéger aussi une partie du patrimoine de ça. Nous, on parle souvent
du projet, bon, qui est peut-être à plus long terme pour Village Vivant, mais de créer des communs, donc de faire de ces biens immobiliers, de ces locaux de centre-bourg qui ont une force, un sens pour les habitants de ces territoires à rester dans une propriété collective et pas à tomber dans un marché privé. Mmh. Donc il y a ça, et il y a aussi toutes ces campagnes, c'est peut-être plutôt je fais exprès de le dire en deuxième parce que c'est peut-être l'image qu'on aurait en premier, mais de la campagne et des territoires ruraux plutôt en difficulté, plutôt en déprise, ou en tout Mmh. cas loin des villes et de leur soi-disant attractivité, je pèse mes mots, et qui du coup sont plutôt confrontés à un manque d'acteurs. Comme voilà, l'immobilier est Mmh. détendu, personne va investir sur une réhabilitation qui est coûteuse. Et là où voilà, un immeuble vacant à Paris, même en très mauvais état, il va vendre comme des petits pains, parce qu'on sait que même si la rénovation est très très coûteuse, on fera une plus-value. C'est pas du tout le cas ensuite en zone rurale. Ouais. Donc c'est la volonté de traiter cette problématique-là, là où il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Et on parlait du logement tout à l'heure, on croise beaucoup de territoires ruraux qui nous disent, mais chez nous, les bailleurs sociaux, même les bailleurs sociaux, ne viennent pas. Donc Mmh. autant dire que les Ah oui, promoteurs OK. privés ou quoi ne viennent pas non plus. Peut-être qu'il y a on voit aussi aujourd'hui beaucoup de promoteurs de résidences seniors. C'est un produit assez lucratif. Peut-être que Mmh. ces opérateurs-là vont commencer à venir en zone très rurale, mais c'est des territoires qui a priori n'attirent pas d'acteurs et d'outils financiers publics, parapublics ou Ouais. privés. Et donc c'était ce souhait voilà, de viser ces territoires-là. Après, pour plein d'autres raisons, on trouve que c'est des territoires intéressants, et il y a quelque chose à y faire, et que surtout il s'y passe beaucoup de choses, et que c'est passionnant d'investir ces territoires-là. Mmh. Tu parlais de volonté de remettre du bien commun ou des services communs justement dans les villages et dans ces territoires. Quelque chose qu'on entend beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment enfin, dans les faits avérés. J'ai pas regardé les stats, j'ai pas creusé plus que ça, mais tu vas me le dire très vite. C'est finalement des fermetures d'écoles dans les villages, puisqu'il n'y a pas suffisamment assez d'enfants. Un manque de personnel médical aussi. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous essayez d'apporter des réponses en facilitant l'installation justement de crèches, d'écoles, de collectifs de médicaux, ce genre de choses, ou pas du tout? Vous restez plus sur le côté vraiment commercial? Non, de nouveau, nous on reste modeste dans le sens où, comme tu l'évoques très bien, c'est des problématiques qui sont vraiment plurielles, multifacettes, complexes. Hem, voilà, quand on parle de dévitalisation, ou d'ailleurs on n'aime pas forcément trop ce terme, parce que les territoires sont pas dévitalisés, ils sont pas redynamisés. Il y a simplement des dynamiques qui évoluent, et voilà, voilà, des problématiques qui se retrouvent plus ou moins d'un territoire à un autre. Et en effet, souvent, c'est multifacette, hein. On parlait tout à l'heure du logement, vis-à-vis de l'activité économique, la santé, les services publics, les équipements, bien sûr. Et tu as raison de le mentionner, en territoire rural, la première chose souvent qui se pose, c'est le maintien de l'école, et le rôle de l'école, et le rôle de sociabilisation de l'école, aussi, et d'accueil de jeunes pour renouveler la population. Ça, c'est vraiment du champ public. Donc, c'est, ça dépasse, enfin, voilà, ça restera et ça doit rester dans le champ totalement public, donc qui est aussi au croisement du rôle de l'État et des collectivités locales. Maintenant, comme on le disait Mhm. tout à l'heure, c'est en faisant venir de nouvelles populations, en permettant d'entreprendre localement, en créant des lieux de vie, des lieux, parmi les premiers services finalement qu'on a sur un territoire, le commerce en fait partie. Quand on crée une épicerie associative Bien sûr. sur un territoire rural où il n'y a plus d'épicerie, où le dernier casino, petit casino a fermé, et ben on crée aussi un service pour des habitants qui peut permettre de donner envie à d'autres de s'installer et de maintenir l'école ouverte. Donc tout ça marche ensemble. Donc on sait qu'on a des effets là-dessus, mais on ne va Mhm. pas très clairement installer d'école. Et sur la santé, de la même manière, on est sur un sujet qui se traite ailleurs. Je pense qu'il y a plein de choses qui se réfléchissent sur la question du numerus clausus, et de est-ce qu'on doit davantage répartir et un peu forcer la répartition des professionnels de santé. En tout cas, voilà, les communes prennent la question à bras le corps. Il y en a beaucoup qui, par exemple, créent des cabinets, des pôles médicaux, et dressent le tapis rouge pour accueillir des médecins avec sans loyer du tout, etc. Nous, souvent, on leur dit, bon, quand on est médecin, généralement, c'est pas forcément le loyer qui va poser problème. Ce qui pose problème dans ce territoire-là, c'est de donner envie de s'installer. Et donc, du coup, c'est tout ce qui va Ouais, avec, tous les services qu'il y a autour, et y compris une activité commerciale et sociale, économique. bien sûr. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse
à ça et qu'on espère que ça puisse avoir des effets collatéraux sur d'autres choses. Eh ben, écoute, génial. Je pense que c'est assez clair par rapport à votre activité et aussi les projets que vous soutenez. J'aimerais qu'on vienne maintenant un peu plus sur le modèle économique et votre fonctionnement. Euh, Tu nous as dit tout à l'heure en préambule que vous êtes une coopérative. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà, peut-être en quelques mots, le choix de faire une SKIC? Qu'est-ce que c'est qu'une SKIC? Et pourquoi vous êtes parti là-dessus? Et ensuite, comment est-ce que vous fonctionnez en fait, Village Vivant? En gros, d'où est-ce que vous trouvez l'argent pour financer en fait l'achat de biens immobiliers et ensuite la mise en location? Je pense que c'est assez clair par rapport aux revenus, mais peut-être l'autre partie. Oui, alors, de nouveau, je vais ne faire qu'effleurer un peu les sujets. Je renvoie de nouveau aussi à notre site internet sur lequel il y a quelques super schémas pour bien comprendre et peut-être illustrer mon propos, et puis rentrer dans notre rapport d'activité, dans des documents plus précis. Hem et puis par ailleurs, bon, c'est des choses qu'on fait. On a développé une offre de formation Village Vivant parce qu'il y a de plus en plus de personnes ou structures qui nous questionnent là-dessus et pour venir vraiment prendre une journée ou 2 pour décortiquer, ce modèle et comprendre nos choix et pouvoir aussi guider d'autres structures dans leurs choix parce qu'en fait, on nous dit souvent, c'est quoi le statut, c'est quoi le modèle économique? Mais ça, c'est le bout d'un processus et on vient répondre à plein de Mhm. questions sur l'objet social, sur le public, sur, des contraintes. Donc, je vais quand même y répondre justement. La SIC, la SKIC, Société coopérative d'intérêt collectif, elle est très intéressante parce que, elle permet de réunir dans son sociétariat différents collèges, différents publics, à la fois les producteurs, les salariés, comme le ferait une SCOP, mais aussi, d'où son terme d'utilité sociale, les extérieurs. Donc ses bénéficiaires, des citoyens, des collectivités locales, ses partenaires, des entreprises, des financeurs, etc. Donc c'est un statut qui, en termes de gouvernance, est super intéressant. Mais je vais remonter un peu par rapport au questionnement pour vous dire que dans les sujets qui soucient Village Vivant et qui guident vers des statuts, il y en a plein, mais il y en a un au cœur, c'est la levée de fonds. C'est que donc nous, je le disais, on est une foncière, on doit investir sur de l'immobilier plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc on doit lever beaucoup de financement. Et ça, on a fait le choix, comme d'autres foncières solidaires avant nous, de s'adresser à la fois à des investisseurs institutionnels, publics ou privés. Donc on a des sous de l'État via la Caisse des dépôts et consignations, Banque des territoires par exemple, mais aussi des fonds d'investissement de l'économie sociale et solidaire comme Mirova, Ecofi, voilà, l'émanation de la Crédit Coopératif, Banque Populaire, pour n'en citer que quelques-uns, mais aussi à l'épargne solidaire, à l'épargne citoyenne, et donc à proposer à des particuliers de se dire bah, je vais enlever un peu d'argent de ma banque classique et potentiellement des marchés financiers spéculatifs pour l'investir en direct sur un territoire, sur les territoires, en prenant des titres participatifs ou des parts sociales dans la coopérative Village Vivant et donc contribuer aussi par quelques centaines ou milliers d'euros au pot commun qui permet de racheter ces biens et comme je le disais à terme voilà, de les mettre à disposition déjà de ces usagers de, de l'ESS et plus tard on l'espère d'en faire vraiment des communs dans la durée. Euh, du coup ça c'est exactement ce que fait Terre de Liens sur les terres agricoles ou ce que va faire Habitat Humanisme, donc on n'est vraiment pas à l'inventer. Tu parlais de la SIG, de la SKIC, en réalité en fait Village Vivant est un modèle à plusieurs structures comme beaucoup de ses foncières. On a donc cette coopérative, cette SIC qui nous permet d'être un outil de gouvernance commun et de lever des fonds auprès des citoyens et des collectivités facilement. Comme je le disais, c'est des levées de titres participatifs ou parts sociales. Et on a à côté une SCA, une société à commandite par action, qui est un outil, en fait, c'est une Ok. enveloppe juridique qui n'a pas de gouvernance propre, elle est gouvernée par notre SIC, elle est commanditée par notre SIC. Et par contre, cet outil-là nous permet de lever facilement les fonds institutionnels. Ils sont isolés entre eux dans voilà, une économie propre, c'est plus précis et clair pour eux. C'est aussi un modèle à plusieurs structures qui permet des jeux de prestations financières, voilà, des flux financiers d'une structure à une autre, qui permet notamment de financer les frais de fonctionnement interne à Village Vivant en partie.
Et on crée encore un troisième type de structure qui est bien connu dans l'immobilier, c'est la SCI, la société civile immobilière. Donc ça, c'est de nouveau une coquille juridique qui a été créée pour facilement acheter à plusieurs. Donc il faut être au moins deux pour créer une SCI, et ce qui est pratique, c'est qu'on est déjà deux chez Village Vivant, puisqu'on a notre SIC et notre SCA, si vous avez bien suivi. Donc on crée des Ok. SCI entre nous-mêmes, et ces SCI elles sont propriétaires de différents biens, donc ça permet aussi de diviser, voilà, d'avoir une ou quelques opérations, mais chacune dans des coquilles juridiques distinctes, avec du coup un plan de financement distinct, et des flux, comme je le disais, entre les différentes structures. Donc il y a tous, j'ai déjà, je pense, évoqué deux éléments de choix, enfin qui guident le choix dans cette structuration juridique complexe. C'est vraiment la question de la levée de fonds, auprès de qui on doit lever des fonds, comment on le fait, etc., et du modèle économique globalement, mais aussi un enjeu de gouvernance, euh, ce qui ressort de ce choix de statut, c'est à la fois l'aspect collectif. On veut que les citoyens puissent participer à la gouvernance, on veut que nos porteurs de projets eux-mêmes, ceux qui sont installés dans nos locaux, locataires, puissent prendre des parts sociales et être même un peu copropriétaires et codécisionnaires. On veut que des collectivités on intervienne aussi, soient intégrées à ces séries de décisions. Mais par ailleurs, on a un seul acteur gouvernance. Enfin, aux manettes de cette gouvernance. On n'a que la SIC qui pilote. Le reste des structures Ok. voilà, sont que des outils juridiques, ce qui n'est pas le cas partout. Il y a d'autres structures qui ont voilà, plusieurs sous-structures qui chacune ont leur gouvernance, et c'est des outils à différentes têtes. Nous, on a décidé de l'unifier pour plus de simplicité, peut-être. Et en tout cas, Je comprends mieux pourquoi les 2 jours de formation aussi pour comprendre tout le fonctionnement. il y a beaucoup d'implications derrière, en Mais effet. ok, non. Mais non, non, c'est assez clair effectivement sur le fonctionnement des trois structures, sachant que c'est pas la première fois qu'on évoque dans le podcast le fonctionnement de la gouvernance ou juridique des SKIC ou des SCOP. Donc voilà, je renvoie à tous les épisodes qu'on a pu faire, que ce soit avec Télécop, avec Railcop, sur d'autres coopératives pour aussi creuser cette question. Après, sur le modèle économique, peut-être pour en terminer, euh, est-ce que vous avez des objectifs en fait de rentabilité de votre investissement sur combien de temps? Comment ça se passe enfin, au-delà de la levée de fonds et de la demande de loyer? Comment est-ce que vous structurez en fait ces Hmm. projets? Alors de nouveau, je rentrerai pas dans tous les détails, et en plus c'est pas ma casquette. Je rappelle que je suis l'urbaniste de la bande. Donc moi, mon métier, c'est de travailler auprès des collectivités locales, et on a de très compétentes personnes aux manettes des finances au sein de l'équipe. On est une équipe de 11 personnes aujourd'hui, basée dans la Drôme, et avec un nouvel arrivant à Clermont-Ferrand. Donc aussi, voilà, si porteur de projet ou curieux qui nous écoutent plus au côté Massif Central, Village Vivant commence aussi à davantage travailler sur ce territoire, parce qu'on est globalement dans le sud-est de la France, et donc dorénavant dans le Massif Central. Euh, comment ça fonctionne? En fait, je vais discuter de savoir par quel bout le prendre. Si on prend par le bout du loyer, euh, c'est peut-être ça qui t'intéresse le plus. Le loyer, ce qui est différent chez Village Vivant, c'est que c'est une variable. C'est-à-dire qu'on c'est pas comme quand on regarde sur le Bon Coin et puis un propriétaire qui nous dit 100 mètres carrés, 600 euros, à prendre ou à laisser, et puis c'est en état, vous faites les travaux, vous vous débrouillez. Euh, non, nous, c'est issu donc d'une grande matrice économique dans laquelle vont figurer différents postes, dont, je disais tout à l'heure, le prix d'achat et le prix de travaux, et c'est là où du coup toute la négociation Mhm. et le travail de construction du programme de travaux avec notre porteur de projet est essentiel parce que ça a directement impacté son loyer, mais c'est aussi associé donc à l'ensemble des coûts, en partie aussi nos coûts de fonctionnement, qui sont à hauteur de 8% du plan total, du coût total d'opération, euh, donc qui est intégré, voilà, à cette enveloppe globale. Donc ça, c'est ce qui finance aussi le travail de l'équipe et le suivi de l'instruction du projet de A à Z, le suivi, je disais, sur le programme travaux, l'accompagnement là où il en a besoin sur son modèle économique, etc. Enfin, c'est vraiment beaucoup de temps passé avec les projets.
Mais de la même manière, on a d'autres frais comme les notaires, etc. Enfin voilà. En tout cas, il faut considérer ça comme un tout parce que souvent on prend juste l'achat et les travaux. Et donc tout ça Ouais. mis sur un outil qui nous permet de projeter le plan de financement à 30 ans, nous permet de savoir à quel niveau de loyer on arrive à garder une trésorerie positive. Et donc c'est aussi fortement dépendant. Il y a d'autres variables que j'ai pas citées qui sont l'argent qu'on lève et comment on finance cette opération. Est-ce que pour cette opération on Ouais. fait de l'emprunt ou pas? Est-ce qu'on puise uniquement donc dans les capitaux de notre SCA et de notre SIC? Est-ce qu'on a un peu de subvention? Parce que de plus en plus on arrive à avoir des subventions d'investissement sur des opérations. Voilà, donc tout ça Ok. va déterminer un loyer et aussi à terme, on intègre à ce calcul un prix de revente, puisque je le disais, il y a l'idée que ces biens puissent être des biens communs, mais pour certains, donc pour que ce soit des biens communs, il faudra qu'on ait pu créer une structure adaptée, type fondation, qui peut être propriétaire dans la durée. Sinon, c'est les porteurs de projets qui les rachèteront dans un cadre bien sûr bien encadré aussi. Parce que pour certains, ça fait sens aussi d'être propriétaire à terme. Et donc, du coup, notre Ok. modèle encadre aussi ce prix de revente pour éviter qu'il y ait. Enfin, on va essayer de ne pas vendre au prix de marché, mais de revendre simplement avec une toute petite marge année après année, mais que ce soit un prix vraiment intéressant pour le preneur. Mais ça, il faut qu'on l'encadre encore, puisque on peut pas, l'administration fiscale n'autorise pas à revendre à Hmm. n'importe quel prix. Et du coup, ça, c'est lié à des investissements qu'on lève à des taux peu rémunérateurs et patients. C'est-à-dire qu'on va évoluer alors selon les titres participatifs plutôt citoyens ou les titres de nos acteurs bancaires et voilà, est-ce que c'est de la dette est plus ou moins valorisée, etc. On Mhm. va avoir des taux différents, mais on est de l'ordre de 1, 2, 3%, donc des choses très peu rémunératrices sur donc quand on commence à se parler de foncière et de ce type d'outils. Je comprends pas, vous proposez pas 7% par an c'est... Non, et concrètement pour toi, Non, mais si tu c'est... veux prendre des titres participatifs chez Village Vivant, c'est de l'argent qui est bloqué 7 ans et qui est rémunéré, alors j'espère que je dis pas de bêtises vis-à-vis de ma collègue, mais à 1,5% par an. Donc ce qui fait que Ça me paraît énorme, mais c'est ok. pas enfin c'est plus intéressant que certains produits bancaires très classiques de livret d'épargne, mais c'est pas une assurance vie ou des produits voilà et donc c'est clairement les personnes qui le font aussi pour le sens de ce placement. Et sachant que c'est pas facile parce que vis-à-vis du crowdfunding qui s'est beaucoup développé, en quelques secondes, on peut sortir sa carte bancaire, faire un don de 20, 30 euros contre Ouais. une contribution, une rétribution, voilà, sur une plateforme. Là, on est sur de l'investissement, donc on pourrait se dire, ah bah, c'est tant mieux, c'est de l'argent qui est juste prêté, on va le récupérer. Sauf qu'en fait, on le bloque quelques années, et les gens ont moins l'habitude, et en plus, ça demande un tout petit peu plus d'administratif parce que c'est assez encadré. Ouais. Mais pour autant, c'est super intéressant et on n'est pas obligé de le faire sur des montants énormes parce qu'on a tous voilà, un peu envie de garder de l'argent disponible en cas de besoin. Mais c'est vraiment une nouvelle logique et c'est quelque chose qu'on défend beaucoup. Raikop le fait aussi beaucoup. Ouais, la nef aussi, effectivement, sur la prise de part sociale, pareil, c'est bloqué, je crois, 7 ans. Donc c'est, et, ok, ben non, c'est hyper clair. C'est par rapport au modèle économique et aussi la vision dans la durée. C'est un peu la question que j'avais. Tu as répondu. C'est voilà, vous vous projetez sur 30 ans avec un plan de financement par rapport au projet. Et mon autre question, tu y as déjà un petit peu répondu, mais c'était de qu'est-ce que vous faites de ces biens à la fin, en fait. Mais l'objectif, c'est quelque part de les revendre, de les mettre soit sous des fondations, soit de les revendre, en fait, aux porteurs de projets, mais pas de les garder, vous. La Village Vivant tel qu'il est structuré aujourd'hui, ça a donc sa SCA, ses différentes SCI, ne sera pas en capacité de garder les biens, tous nos biens achetés ad vitam aeternam. Et comme je le disais, c'est aussi le souhait de certains de nos porteurs de projets, enfin même parfois dès le premier rendez-vous quand ils nous sollicitent, ils nous disent bah, en fait moi ça m'intéresse, vous avez débloqué ma situation aujourd'hui pour m'installer ou pour me développer, mais Ouais. par contre à terme j'aimerais bien être propriétaire, c'est important, etc.
où on aimerait bien être propriétaire, parce que c'est plutôt des projets collectifs, où on se questionne, on veut avoir cette possibilité-là. Derrière, c'est aussi Mmh. voilà, nous payer le loyer, etc. On a un peu de trésor. Enfin, du coup, c'est s'adapter à ça. Et donc voilà, on sait qu'on va en revendre à des porteurs de projets. Comme je le disais, on est en train de travailler sur les conditions financières et puis juridiques, parce que l'idée, c'est que on, un porteur, même collectif, puisse pas racheter puis revendre plus cher quelques années après à Ouais, bien n'importe quoi. sûr. Enfin, faut qu'on arrive à l'encadrer sur le fait qu'à l'origine, il y a un investissement collectif et en partie citoyen qui a été porté pour Mmh. rénover ce bien, donc faut encadrer ça. Euh, Que ça ne redevienne pas une logique de spéculation Exactement, parce que foncière derrière. le projet politique de Village Vivant, il est vraiment là-dedans, il est sur l'outil non spéculatif, sur ces notions de valeur d'usage aussi, et que voilà, on tient à ça. Après, la manière dont on doit le faire et on va le faire, elle est confrontée aussi à des réalités qui sont difficiles, donc on est en train d'outiller. Et donc la manière, en tout cas, nous, d'être propriétaires dans la durée, un peu comme peut le faire Terre de Liens sur des terres agricoles, mais là, on est aussi sur d'autres enjeux et encore une Mmh. autre notion de commun, puis les beaux ruraux, etc., c'est encore notre fonctionnement. Mais c'est de créer une fondation, donc on travaille, réfléchit de très près à ça pour la suite très proche de Village Vivant, OK. voilà aussi revendre à la fondation, bénéficier de systèmes de dons et legs, etc., pour pérenniser le côté collectif de ces biens. On arrive à la fin de notre échange et j'ai peut-être une dernière question, plus liée, aux conseils que tu pourrais donner, aux personnes qui auraient envie de porter des projets justement dans des milieux un peu, des milieux plus ruraux, des projets qui ont du sens. Quelles sont les questions à se poser, les choses à vérifier, valider, avant de se lancer et dans cette démarche de projet? Aller à la rencontre de ces territoires et le faire de manière vraiment aussi de chercher à qu'est-ce qu'on peut apporter et pas forcément venir avec son idée toute faite. Je pense qu'un projet, c'est bien d'en avoir une idée très précise et c'est comme ça qu'on va aussi avoir le courage de le mener à bout. Mais il doit aussi se confronter aux gens qu'on va rencontrer, à la réalité du territoire, etc. et savoir s'adapter là où il le faut. Il y a des super chargés de mission au sein souvent des comités de communes, parfois des parcs naturels régionaux ou d'autres niveaux de collectivité qui sont dédiés à l'accueil, à l'accompagnement de porteurs de projets, qui peuvent, voilà, qui sont des bonnes portes d'entrée. Souvent, on aide aussi les porteurs de projets à savoir à qui s'adresser. Alors forcément, l'élu d'une commune peut être une bonne porte d'entrée, mais Ouais. quand on vise un territoire plus large, on ne sait pas forcément à qui s'adresser. Donc c'est en trouvant comme ça ces portes d'entrée qui vont vous raconter le territoire, vous faire visiter, rencontrer d'autres projets, rencontrer des communes, vraiment pour s'immerger dans les réseaux. Voilà, éviter ce qu'on connaît tous, hein, cette idée un peu du parachutage, où on peut avoir l'impression de débarquer. Et je pense qu'il faut se donner le temps de ça, le temps du projet. C'est un peu un deuxième élément de conseil, et avoir conscience de ce temps, le temps relativement long et sans Mmh. se décourager. Euh, Parce qu'aussi, quand on s'attaque à l'immobilier, nous, on fait ce constat tous les jours, ça prend du temps. Il faut non seulement les délais pour acheter auprès du notaire, mais surtout les délais pour rénover, etc. Donc il faut savoir qu'un projet peut prendre un peu de temps, mais ça vaut le coup. Bah, Thibaut, écoute, merci beaucoup pour cet échange, pour toutes ces informations et bravo, franchement, du fond du cœur pour tout ce que vous faites avec Village Vivant. Je trouve que c'est vraiment un projet assez exceptionnel. Du coup, ben voilà, bravo et merci encore. Et puis, écoute, je te dis à Bah, très merci bientôt. beaucoup à toi pour ton accueil et bonne écoute.